Donc moi, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Linda Tomasini de la direction de la stratégie et je suis responsable des activités co-développement et représentante aussi du CNES au comité de la charte espace et catastrophes majeures dont je vais dire quelques mots. Voilà, je suis aussi impliquée dans le SCO depuis le début en tant que co-référente du projet Viataro qui va vous être présenté et également référente du projet Bande SOS qui va également vous être présenté. Donc voilà, donc on a trouvé utile avec Frédéric de faire une petite introduction à cette trimestrielle en s'intéressant à l'usage des données satellitaires dans les différentes phases de la gestion des risques. Planche suivante, s'il te plaît, Sandy. Voilà, donc un schéma vaut mieux que de longs discours. Donc on peut représenter ici l'ensemble du cycle du risque, les enjeux associés à chaque phase, les activités qui doivent y être déployées. On peut peut-être démarrer ce cycle à partir de la survenue d'une catastrophe majeure avec les phases qui suivent de réponse à l'urgence, de phase de retour à l'humanitaire, à la normale avec des contributions des dispositifs humanitaires et puis une longue phase de reconstruction qui doit contribuer à la résilience et évidemment, bien sûr, tout ce qui est action de prévention. Donc, j'ai placé sur ce cycle les projets qui vont vous être présentés aujourd'hui, que sont Bande SOS et Gader l'appli, qui concernent plutôt la phase de prévention, de préparation. Et le projet Viataro, qui se situe plutôt dans la phase de reconstruction. Également, ce qui est intéressant de noter sur ce cycle, c'est qu'il existe déjà des dispositifs pour répondre à la phase d'urgence. La charte espace et catastrophes majeures qui est active depuis 20 ans, maintenant plus de 20 ans, et que je vais vous présenter en quelques slides, mais également le dispositif Sentinel-EGIA, qui est un dispositif coordonné par des entités asiatiques. Et puis le dispositif aussi, le service Copernicus Emergency, qui est un service aussi opérationnel et qui vise aussi à assister les services de protection civile dans leur phase de gestion de crise. Donc, ce qu'on peut observer sur ce cycle, c'est que l'apport des missions spatiales est bien reconnu et puis donc il y a des dispositifs opérationnels qui existent pour ces phases d'urgence, mais que les phases de prévention et les phases de reconstruction sont un bien reconnu comme pouvant bénéficier des données satellitaires et c'est ce à quoi on travaille au CNES et donc c'est ce à quoi contribue le SCO aussi. Planche suivante. Donc, une présentation rapide de la charte internationale espace et catastrophes majeures. C'est un accord international de coopération entre agences spatiales qui vise à mettre à disposition des données d'observation de la Terre dans un mode de programmation urgente et en priorité pour venir vraiment assister les secours dans ces phases très critiques. Donc, c'est un système unifié, coordonné, qui a été créé en 1999 par le CNES et l'ESA, avec un démarrage opérationnel en novembre 2000. Et aujourd'hui, on a 17 agences spatiales qui sont membres de la charte, donc vraiment tous les gabarits d'agences spatiales, des agences spatiales comme l'ESA, des agences européennes, mais aussi des agences qui viennent de la Chine jusqu'à l'Amérique latine. Et ça fonctionne aussi sur la base du volontariat, sans échange de fonds. Donc, planche suivante. Sur la planche suivante, on va pouvoir avoir une idée un peu du fonctionnement. Donc, c'est un système complètement opérationnel qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis qui peut venir mobiliser 270 satellites appartenant ou non à 35 constellations. Donc, c'est vraiment
un nombre conséquent de types de données satellitaires, de missions qui peuvent être mobilisées pour venir en secours à ces phases de risque. Donc, ça peut être des données optiques très haute résolution. Donc, maintenant, par exemple, côté français, on va avoir des images Pléiades Néo qui vont être intégrées dans la charte et qui sont déjà intégrées dans la charte même. On a aussi des données radar qui, par exemple, se sont montrées très, très utiles sur le séisme majeur qui a eu lieu en Turquie et en Syrie en février. Voilà, alors malheureusement, il faudrait mettre à jour le nombre d'activations parce que maintenant, depuis janvier, on a dépassé les 800 activations. Malheureusement, voilà, mais bon, peut-être que ça montre aussi que le dispositif peut être utile. Voilà, planche suivante. Donc là, oui, c'est une représentation des satellites qui sont mobilisés pour venir en support à la charte. Planche suivante. Ici, on a aussi une représentation un peu du type de catastrophe qui vont être à l'origine de désactivation de la charte. Donc, on voit qu'on a en gros au moins la moitié d'inondations. Après, si on refaisait ce schéma en fonction du nombre de victimes, peut-être que ça contrebalancerait un peu les chiffres, étant donné surtout l'impact majeur qu'a eu le séisme en Turquie. Mais toutefois, ce qu'on peut voir, hein, c'est quand même que le SCOS est vraiment sur un domaine pertinent. Hein, les 3 projets qui vont être présentés aujourd'hui sur le domaine des risques hydrométéorologiques. Planche suivante. Alors, qui peut activer la charte ? En fait, tous les pays du monde peuvent activer la charte et complètement gratuitement. Donc, il y a un accès universel qui a été mis en place depuis 2012. Donc, plus d'un pays sur 2 a bénéficié de la charte depuis sa création. Par contre, effectivement, il faut quand même avoir un mandat national de gestion de crise, il faut être un utilisateur autorisé, il faut un peu avoir une bonne maîtrise un peu de l'anglais pour pouvoir s'interfacer avec les opérationnels de la charte. Être en mesure aussi de recevoir des images et des produits satellitaires. Donc, il y a tout un dispositif de formation qui est mis en place et qui permet de venir accompagner les nouveaux utilisateurs de la charte. À ce jour, on a 93 utilisateurs autorisés qui peuvent déclencher la charte, des agences de protection civile, des organisations gouvernementales, ou toute autre autorité qui a le mandat de gestion de crise. Et puis, il y a aussi la possibilité d'activer pour un pays voisin. Et par exemple aussi, les Nations Unies ont un mandat pour déclencher la charte dans n'importe quel pays, si elles le jugent utile. Voilà, planche suivante. Donc, cette image, c'est pour montrer que la charte, elle peut être activée pour des catastrophes naturelles, mais aussi pour des catastrophes industrielles du type de l'explosion qui a eu lieu sur le port de Beyrouth en 2019. Voilà, donc là, c'est un exemple de produit et de hotspot qui a permis de cartographier les dommages. Planche suivante. Oui, donc je voulais aussi évidemment parler de la phase de reconstruction qui quand même mériterait d'être plus grandement soutenue par les données d'observation de la Terre. Donc, effectivement, hein, les satellites, ils ont un apport crucial pour la réponse aux catastrophes. Et donc, on a vu avec le dispositif de la charte qu'on a un déploiement tout à fait adapté pour les phases de réponse à l'urgence, mais qu'il reste vraiment aussi à mieux déployer les satellites d'observation de la Terre pour les phases de reconstruction. Et donc, dans le cadre du CEOS, qui est le Committee on Earth Observation Satellites, auquel contribue le CNES, il existe une activité qui est menée par le Working Group Disaster
depuis environ 4 ans et qui vise à développer des démonstrateurs de Recovery Observatory ou alors d'observatoire du relèvement et qui vise vraiment à soutenir les phases post-désastre, donc dans les semaines ou les mois qui suivent, avec des enjeux qui sont liés au post-disaster, à ce qu'on appelle le post-disaster needs assessment, donc l'évaluation des besoins post-désastre pour la reconstruction et aussi pour le monitoring de la reconstruction, parce qu'évidemment, l'enjeu, c'est, comme on dit en anglais, c'est build back better, c'est vraiment un enjeu de résilience. Donc, c'est de tirer les leçons de la catastrophe, de ses impacts, et pour mieux reconstruire et être mieux résilient à une survenue d'un nouveau désastre, d'une nouvelle catastrophe. Donc là, on travaille avec des agences comme l'Agence spatiale italienne, la CONAE, mais également UNOSA et UN Spider à mieux faire connaître ce concept, à le déployer dans le cadre de démonstrateurs. Donc, le premier démonstrateur, il avait été déployé sur Haïti suite à l'ouragan Matthew. Et l'idée, c'est de travailler vraiment avec les parties les prenantes, les gouvernements, les institutions, mais également les bailleurs de fonds, tous les acteurs de la reconstruction. Donc, on voit un peu que les acteurs du Recovery Observatory, ils sont un peu différents de ceux de la gestion de crise. Là, on n'est pas en interface avec les agences de protection civile, hein, avec les organismes de secours, mais plutôt avec les acteurs de la reconstruction, comme la Banque mondiale, ou alors ça pourrait être les agences nationales de développement. Voilà, donc on travaille vraiment à mieux démontrer, à mieux faire connaître l'apport des données satellitaires pour des enjeux qui sont peut-être plus sur le long terme, mais qui sont vraiment cruciaux pour mieux anticiper et être mieux préparé à l'arrivée de ces catastrophes. Planche suivante. Et donc là, pour avoir un peu de continuité avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur l'activation de la charte sur l'explosion du port de Beyrouth, en fait, il y a une demande de la part des acteurs d'un accord tripartite que sont l'UNDP, l'Organisation des Nations Unies pour le développement, l'Union européenne et également la World Bank, autour d'un démonstrateur de l'Observatoire du relèvement autour du port de Beyrouth. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du coup une activité qui se déroule dans la continuité de ce qui a été mis en place au travers de la charte et des dispositifs Copernicus. Et donc l'idée vraiment, c'est de rassembler de rassembler toutes ces données qui viennent étayer et soutenir les phases de relèvement et informer ces phases de relèvement en association avec des données terrain. Je crois que j'approche de la fin. Juste peut-être un peu de publicité, mais bon, voilà. C'est pour dire que donc l'enjeu, c'est de mieux faire connaître auprès des décideurs cette plus-value que peuvent apporter les données d'observation de la Terre dans la gestion des risques et pour ces phases de relèvement. Et donc, on va organiser cette année avec le support du NOSA, de l'Agence spatiale italienne et de l'Agence spatiale argentine des workshops en Afrique, en Asie du Sud-Est. On a contribué aussi à un workshop l'année dernière au Salvador et qui a permis de bénéficier d'un auditoire d'acteurs de la gestion des risques de tous les pays voisins. Voilà, donc j'en ai terminé avec ma présentation. Merci. Si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre. Merci Linda. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole et à les poser directement à Linda. Nous avons une question dans le chat. Je te laisse répondre, Linda. Alors, dans quelle mesure les assurances utilisent vos travaux? Effectivement, c'est des travaux sur tout ce qui est assurance indicielle. Alors, je ne sais pas si Hélène est avec nous aujourd'hui. Elle serait Hélène de Boissezon, qui est notre thématicienne risque. Elle serait peut-être
voilà, plus capable que moi de répondre totalement, mais effectivement, on a eu des relations avec AXA dans le cadre de leur programme AXA Climate pour travailler à l'utilisation des données d'observation de la Terre pour la mise en œuvre d'assurance indicielle. On a aussi eu des travaux dans le cadre du projet Vietaro qui va vous être présenté avec la Toulouse School of Economics sur la façon dont les données d'observation de la Terre pourraient être intégrées dans les mécanismes d'assurance indicielle. À ma connaissance, ce ne sont pas encore des dispositifs qui sont vraiment opérationnels, hein, mais voilà, c'est un travail encore à développer. Mais il y a un fort intérêt de la part des assurances. Après, je sais que Predict Service a aussi des liens avec des assurances parce qu'effectivement, tout ce qui est meilleure préparation, tout ce qui peut contribuer à une meilleure préparation à la réponse à ces catastrophes vient diminuer l'impact sur les dégâts, et enfin l'impact sur tout ce qui est dommage, et donc les contributions, les assurances sont très intéressées par ce genre d'action. Merci Linda.